Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Vous savez, dans ma carrière, ça fait si longtemps déjà, j'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial. Vraiment spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Il savait tout, mais il s'est tu pendant des années. Aujourd'hui, à plus de 83 ans, Michel Drucker laisse enfin entrevoir, par bribes, ce que Johnny Hallyday lui a réellement laissé, et ce que personne n'a jamais vraiment voulu entendre au sujet de son héritage. Pas les histoires de notaires, pas les batailles familiales qui ont fait les gros titres. Non, un héritage invisible, intime, bien plus lourd et précieux. Une amitié de plus de 50 ans, forgée dans les doutes, les silences et les rires tardifs. Pendant des décennies, Michel a été bien plus qu'un animateur pour Johnny. Il a été le témoin discret, le confident absolu, parfois le refuge quand le monde devenait trop bruyant. Celui qui voyait l'homme quand le public ne voyait que la légende invincible, celui à qui Johnny parlait à voix basse quand les autres applaudissaient à tout rompre. Et quand Johnny est mort, le 5 décembre 2017, Michel n'a pas seulement perdu une icône de la chanson française, il a perdu un frère de cœur, un de ces liens rares qui traversent les décennies sans jamais s'effilocher. Ce soir-là, devant des millions de téléspectateurs, la France entière découvre Michel en larmes, la voix brisée, incapable de masquer une douleur qui déborde. Un moment brut, vrai, incontrôlable. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Michel portait déjà depuis des jours un secret immense, un secret lié à l'héritage de Johnny. Pas celui que les médias ont disséqué pendant des années, un autre, sacré, qu'il garde précieusement dans sa poche, comme il le dit souvent sur scène. J'ai un scoop, le vrai héritage de Johnny est dans ma poche, mais je le garde pour moi. Cet héritage, c'est l'amitié pure, le dernier texto bouleversant que Johnny lui a envoyé 3 jours avant de partir. J'ai été jeune tellement longtemps que je ne me suis pas vu vieillir. Des mots simples, terribles, qui résument tout. La vie brûlée à 100 à l'heure, la peur du temps qui passe, et cette jeunesse éternelle que Johnny a portée comme un fardeau joyeux. Tout commence bien avant la gloire démesurée, bien avant les stades en furie, bien avant les excès qui ont fait les unes. Nous sommes en 1966. Michel n'a que 24 ans, il débute à la télévision, nerveux dans son premier grand direct. Dans les coulisses, Johnny l'attend. Mais pas le Johnny flamboyant des affiches, pas l'idole invincible. À cette époque, Johnny traverse une période sombre. Les ventes fléchissent, les critiques s'abattent, il sent le vent tourner. Juste avant d'entrer en scène pour chanter Noir c'est noir, il se penche vers Michel et lui pose cette question qui va sceller leur relation à jamais. « Tu crois que ça va repartir pour moi ?» Cette phrase, Michel ne l'a jamais oubliée. Elle révèle tout. La peur viscérale, le doute qui ronge même les plus grands, la fragilité cachée sous le cuir et les paillettes. Ce soir-là, la carrière repart de plus belle. Mais surtout, une amitié naît. Une amitié qui durera plus d'un demi-siècle, faite de coups de fil à 3 heures du matin, de confidences dans les loges, de silences complices. Au fil des années, Michel découvre un Johnny que très peu connaissent vraiment. Pas seulement le rebelle, le provocateur, le rocker qui fait trembler les foules. Un homme traversé par une solitude profonde, marqué par une enfance cabossée, portant toute sa vie une blessure invisible qui ne guérit jamais. Johnny lui confiait souvent cette phrase glaçante. « Dans la vie, on est toujours seul. » Terrible, venant de l'homme le plus adulé de France. Michel comprend alors que Johnny ne cherchait pas seulement le succès, les disques d'or, les stades. Il cherchait l'amour inconditionnel, la reconnaissance totale, une réparation pour l'enfant qui n'a jamais eu de foyer stable. Quand Michel évoque l'enfance de Johnny, il choisit toujours ses mots avec une extrême prudence. Pas de sensationnel, pas de provocation gratuite. Son but n'est pas de déconstruire la légende, mais de faire comprendre l'âme derrière le mythe. Parce que selon lui, on ne saisit pas la complexité de Johnny sans revenir à ses premières années, marquées par l'instabilité, le manque et l'absence. Johnny n'a jamais connu une enfance rassurante. Très tôt, il est confronté à l'absence totale. Son père disparaît avant même qu'il puisse en garder un souvenir tangible. Élevé par sa tante et son oncle, il grandit avec cette sensation d'être de trop, de ne pas vraiment appartenir à un foyer. Ce vide devient un trou béant, un manque que rien, ni la gloire, ni les foules en délire, ne comblera totalement.
Il cherche désespérément un ancrage, une figure paternelle ou fraternelle à laquelle se raccrocher, sans jamais vraiment la trouver. Cette fragilité précoce façonne tout. Sa rage de vivre explosive, sa générosité sans limite, mais aussi ses excès destructeurs, ses dépressions, ses tentatives de suicide dans les années 60, quand il était en cure en Suisse et que son couple avec Sylvie Vartan battait l'aile. Michel explique que cette blessure originelle n'a jamais cicatrisé. Même quand Johnny remplit les stades, même quand il devient une icône nationale adulée, l'enfant abandonné reste tapi là, tout près. Derrière les projecteurs, il demeure ce garçon inquiet, hanté par la peur panique de ne plus être aimé, de ne plus être désiré. C'est cette peur qui le pousse à aller toujours plus loin, plus de concerts, plus de risques, plus de nuits blanches, à brûler la chandelle par les deux bouts, à chercher dans la musique, dans l'amour du public, dans les applaudissements, une reconnaissance vitale, presque vitale pour respirer. Dans l'intimité, loin des caméras et des foules, Michel a vu Johnny craquer vraiment. Il l'a vu laisser tomber le masque de dur à cuit, laisser place au doute, à la fatigue morale écrasante. Il a entendu ses silences lourds de sens, ses phrases inachevées, ses interrogations sur lui-même à voix basse. Johnny n'était pas constamment fort. Il était parfois perdu, fragile, presque enfantin dans sa vulnérabilité. Drôle et généreux un jour, mutique et déprimé le lendemain. Et c'est précisément cette vulnérabilité que Michel a voulu révéler au fil du temps. Non pour l'exposer au voyeurisme, mais pour lui rendre justice. Parce que comprendre Johnny, c'est accepter que derrière le rocker invincible se cachait un homme profondément marqué par son passé. Pas doué pour le bonheur, comme il l'a dit récemment. Les années passent, la célébrité devient écrasante. Les excès s'enchaînent. Drogue, alcool, accidents, hospitalisation. La santé se fragilise. La scène devient sa drogue ultime, son refuge, sa raison d'exister, absolue. Michel observe, s'inquiète en silence, mais respecte toujours. Johnny a testé qu'on le plaigne. Il haïssait la faiblesse, même celle-ci. Il préférait cacher sa souffrance, sourire sur scène, électriser les foules jusqu'au bout. Puis vient la maladie, silencieuse, implacable. Pendant la tournée des Vieilles Canailles, Johnny est déjà très affaibli, rongé par le cancer, mais il monte sur scène, encore et encore, toujours. Michel sait. Il sait avant beaucoup d'autres. Il porte ce poids seul, le cœur serré. Voir son ami chanter, sourire, donner tout ce qu'il a alors que la fin approche, c'est un courage qui force le respect éternel. Johnny ne se plaignait jamais. Il avançait, tête haute, jusqu'au bout. Quelques jours avant sa mort, il se voit une dernière fois. L'atmosphère est différente, plus grave, plus intime, chargée de tout ce qui n'a pas été dit. Johnny parle, regarde en arrière, mesure le chemin parcouru. Les triomphes, les chutes, les amours, les regrets. Puis, 3 jours avant de partir, il envoie ce texto à Michel, ce message sur la jeunesse qui a duré trop longtemps. Michel ne le révélera jamais en entier publiquement, au début, par pudeur, parce que certaines choses restent sacrées, parce que cet héritage-là ne se partage pas avec le monde. Le 5 décembre 2017, Johnny s'éteint. La France est sous le choc. Le lendemain, Michel assure l'émission Hommage. Il tient bon. Il raconte des anecdotes, il rit même parfois à travers les larmes. Et puis, à la fin, tout s'effondre. Sa voix se brise, les larmes coulent sans retenue. Il s'adresse directement à Johnny. Ce n'est plus un animateur, c'est un ami qui dit au revoir. Ce moment restera gravé dans la mémoire collective, parce qu'il était sincère, parce qu'il était vrai. Mais très vite, le drame laisse place au chaos médiatique. Le testament est révélé, les aînés sont écartés, la guerre éclate, les médias s'emballent. Les camps se forment. Tout le monde parle, tout le monde juge, tout le monde commente, sauf Michel Drucker. Quand on l'interroge sur l'héritage matériel, sa réponse est toujours nette, tranchante, définitive. Il refuse de commenter. Pas par lâcheté, mais par fidélité absolue. Parce qu'il sait une chose que beaucoup ignorent, Johnny aurait détesté ce déballage public, ces querelles d'argent autour de sa mémoire. Michel résume sa pensée en une phrase devenue célèbre. Johnny aurait voulu qu'on se taise, alors il se tait. Ce silence, certains l'ont critiqué, l'ont trouvé suspect, mais c'est un silence chargé de sens, de respect, d'amour. Michel connaît Johnny mieux que quiconque, il sait ce qui comptait vraiment pour lui. Pas les millions, pas les biens, les souvenirs, les chansons, les moments partagés, les rires dans les coulisses. Oui, Johnny avait une fixette pour les yaourts, une anecdote que Michel raconte encore avec tendresse. Pour Michel, l'héritage de Johnny ne se mesure pas en euros, il se mesure en émotions, en liens humains. Il dira un jour que le plus beau cadeau que Johnny lui ait laissé, c'est son amitié.
Pas un objet, pas un compte en banque, un lien rare, précieux, indéfectible. Quand certains exploitent la mémoire de Johnny à coups de projets posthumes, d'archives monétisées, de produits dérivés sans fin, Michel grince des dents. Il accepte les hommages sincères, les expositions dignes, mais refuse l'acharnement commercial. Pour lui, Johnny n'est pas une marque, c'est un homme. Transformer chaque instant en produit, c'est trahir l'essentiel, l'humanité, la fragilité, la générosité. Aujourd'hui encore, Michel avance, malgré les ans. Il travaille, il transmet, il reçoit des invités, il rit, il pleure parfois en repensant à lui. Mais Johnny reste là, toujours, dans ses silences, dans ses souvenirs qui surgissent sans prévenir. Il n'a jamais cessé d'être présent. Dans un coup de fil imaginaire à 3 heures du matin, dans un regard complice sur une vieille photo, dans ce texto qu'il relit encore. Quand on demande à Michel ce qu'il retient vraiment de Johnny, il ne parle pas des records de vente, ni des tournées mythiques, ni de la gloire planétaire. Il parle d'un jeune homme inquiet, en 1966, qui doutait de son avenir, d'un ami qui l'a soutenu quand lui-même doutait, d'un frère qui avait peur d'être seul malgré les foules. Il parle d'un regard fatigué mais rieur, d'une voix rauque au téléphone, tard la nuit, d'un message envoyé avant la fin qui dit tout sans en dire trop. Voilà le véritable héritage de Johnny Hallyday pour Michel Drucker, pas celui qui divise les familles et les médias, celui qui unit, qui console, qui reste quand tout le reste s'efface. Et c'est peut-être pour ça que Michel s'est tu si longtemps. Certaines vérités ne crient pas, elles se portent en silence, comme un trésor dans la poche, pour toujours.